Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama pour parler du marché de l'emploi, du recrutement, c'est Alain Roumillac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama en direct, président de Manpower Group pour la France et l'Europe du Sud. Je regardais les chiffres. Le marché de l'emploi il est quand même assez résilient. Sur un an, la France a créé 80 000 emplois privés selon l'INSEE, même si au deuxième trimestre, on voit un ralentissement des créations d'embauches. Vous en pensez quoi, vous quel sentiment aujourd'hui en cette rentrée, en ce début d'automne des entreprises? Est-ce qu'elles ont freiné leurs embauches au-delà de l'effet JO? Est-ce que le marché de l'emploi est résilient, sachant qu'il y a l'intérim, il y a les recrutements, il y a les cadres, il ne faut pas tout mélanger. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui font un peu plus attention, mais le marché de l'emploi reste résilient. Et c'est à peu près en ligne avec ce qui a été l'historique, c'est-à-dire qu'on annonce une croissance cette année d'1,1%. En général, chaque fois que l'économie a une croissance supérieure à 1%, considérer qu'au moins le marché de l'emploi est stable, voire il crée quelques emplois. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, on voit que toutes les statistiques, tous les statisticiens semblent dire qu'ils s'attendent à un taux de chômage qui va rester relativement stable, même malgré l'ensemble aux alentours de 7,5%. Et donc un marché de l'emploi qui est résilient. Résilient ou dynamique? Comment on peut qualifier, s'il fallait qualifier le marché de l'emploi en cette fin septembre, quasiment début octobre? Oui, à partir du moment où le chômage reste stable, on va le considérer, moi je le considérais plutôt comme résilient. Ouais. Bon, après, il y a des secteurs qui sont dynamiques, il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a des secteurs sur lesquels il y a des pénuries parce qu'il y a des sujets d'attractivité ou de demande importante. Alors les secteurs où c'est dynamique et les secteurs où c'est difficile. Alors les secteurs où c'est dynamique, entre autres, ce sont tous les secteurs du service à la personne. Quand je dis dynamique, c'est où la demande est forte. Mais c'est parce que, sans doute, ce sont des secteurs où la demande est croissante. Donc service à la personne, on parle on parle par exemple des aides-soignantes. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort en premier dans les métiers qui sont les plus recherchés. Mais on a un sujet d'attractivité sur ces métiers. Et à l'autre bout de la chaîne, on continue à avoir, même s'il est un peu moins dynamique que post-Covid, un marché sur les métiers du numérique qui reste lui aussi extrêmement dynamique avec tout ce qui est en train de se passer aussi sur l'adoption de... Quels sont les métiers qui sont demandés aujourd'hui, les profils recherchés? Alors je vous dis, premier, ceux qui vont faire attention. Alors sur la tech, donc entre autres, c'est tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle. On y est déjà là, dès maintenant. On y est déjà, les entreprises veulent se tester. Donc d'abord, il y a une explosion du nombre de startups qui se positionnent sur ce sujet. Et puis, aujourd'hui, toutes les entreprises, je pense qu'il y a une angoisse des entreprises, c'est d'être en retard sur l'adoption des technologies à base d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, elles sont toutes en train de faire des tests. Et quel poste? C'est quoi quel poste Donc ce qu'il va falloir, ce sont des gens qui sont capables de faire le lien entre ce que la technologie, l'intelligence artificielle est capable de faire et les processus métiers. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir transformer les processus métiers, les optimiser en utilisant les technologies à base d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les jobs les plus demandés et surtout les mieux rémunérés, ça reste les postes en lien avec la tech et l'IA. Alors, ça reste ces sujets-là, mais vous avez globalement, on a une économie où on demande de plus en plus de compétences, où on voit le pourcentage de cadres qui continue à augmenter, à progresser. Mais on continue à chercher beaucoup de financiers, des juristes. Ouais. Ce sont des métiers où il y a une certaine pénurie de compétences, d'autant plus sans doute dans pénurie de compétences dans la finance et dans les métiers du juridique. Et oui, parce que là encore, sans doute peut-être une adéquation entre les formations et ce que sont les besoins des entreprises. Donc même sur la finance, aujourd'hui, il y a un décalage entre la formation et les besoins. Recruter aujourd'hui un contrôleur de gestion, un bon contrôleur de gestion, c'est compliqué. Et c'est un sujet, pour moi les compétences, c'était un sujet pas de niche, mais en tout cas sur certaines compétences. Il y a de plus en plus un sujet entre les besoins des entreprises. Est-ce que les compétences, à la fois des jeunes salariés, même des salariés tout au long de leur vie professionnelle? On a deux sujets. Il y a le sujet de la compétence et il y a le sujet de l'envie. Donc aujourd'hui... Rien à voir. Non, mais ce qui peut faire que sur un certain nombre de métiers, il peut y avoir un décalage qui est encore un peu plus important. C'est pas qu'on ne forme pas assez, c'est qu'il y a
pas suffisamment de gens qui ont envie d'aller sur ces métiers-là, et d'ailleurs qui bifurquent vers d'autres métiers, puisqu'on est sur un marché qui est dynamique. Et donc, ce qui fait, c'est que quand vous avez des gens qui sont adaptables, donc vous prenez des gens, et surtout avec les transformations qu'on vit, telles qu'on les évoque, au travers des transitions numériques qui s'accélèrent, les transitions environnementales. Ils sont désirables, vous avez, mais bien sûr qu'ils sont désirables. Mais vous avez, par contre, donc comme ils sont désirables et qu'il y a de la demande, eh ben vous allez chercher des gens qui n'ont éventuellement pas toutes les compétences, parce que vous n'en avez pas, vous n'avez pas suffisamment sur ce métier-là. Vous allez chercher des gens qui ont des compétences de base qui sont plutôt bien adaptées, puis vous les formez sur ces métiers-là. Donc ce qui peut faire qu'à certains moments, ça fait se décaler donc des problématiques sur un certain nombre de métiers plus traditionnels. Donc on vit tous ces sujets, et c'est l'enjeu aujourd'hui des entreprises qui recrutent. C'est comment est-ce que je suis suffisamment attractif pour être capable d'attirer les compétences dont j'ai besoin, et que ce soit sur de nouveaux métiers, mais aussi parfois sur des métiers traditionnels. Et comment est-ce que je sais traiter les problématiques d'équilibre vie privée, vie professionnelle, de comment est-ce que les gens se réalisent dans leur métier, comment est-ce que je leur donne plus d'autonomie. C'est un sujet de cadre, ça. Mais de plus en plus, ça rejaillit aussi sur d'autres populations. C'est des gens qui aujourd'hui, même sur des métiers non cadres, s'ils ont le sentiment de ne pas être bien traités, ils vont préférer quitter leur job et chercher autre chose, sur un marché, encore une fois, qui reste relativement dynamique, plutôt que d'être dans un métier qui ne correspond pas à leurs aspirations, et surtout pour les jeunes générations. Ce sera l'occasion, mais il y a beaucoup de sujets. On a beaucoup parlé des taux d'émission qui étaient en forte hausse. Ça s'est stabilisé. Les ruptures conventionnelles aussi, etc. Ça s'est stabilisé. C'est calmé, quoi. Oui, je pense que en particulier sur les taux de démission. Et puis aussi, je pense que le marché de l'emploi s'étant un peu stabilisé, il y avait énormément de ruptures de période d'essai. Soit parce que les entreprises prenaient un peu plus de risques qu'elles ne le souhaitaient, ou parce que vous aviez aussi, ou parfois, comme elles voulaient être attractives, peut-être qu'elles racontaient une histoire qui n'est pas tout à fait ce qui était ensuite la réalité, et vous aviez aussi beaucoup de candidats qui, pendant la période d'essai, disaient « Non, mais c'est pas ce que j'avais compris, je préfère partir, et de toute façon, parce qu'il y a suffisamment d'opportunités sur le marché. » Donc, ceci est en train globalement de se stabiliser. Alain Roumillac, je reviens un tout petit peu en arrière sur les secteurs et les profils qui embauchent et qui n'embauchent pas. On a dit que là où ça va bien, donc c'est la tech, les services à la personne. Oui, avec une demande relativement forte. Après, vous avez des secteurs qui vont un peu moins bien aujourd'hui. Non, dans les secteurs qui vont encore bien, pardon, restons un peu dans les... Il y en a d'autres? Non, alors, globalement, les métiers techniques de l'industrie. Et puis tous ceux qui sont liés, qui sont aussi des métiers techniques, et qui sont liés à la décarbonation. Ok. Donc aujourd'hui, typiquement, les métiers d'électricien, puisqu'on est en train d'électrifier de façon massive l'économie, ce sont des métiers qui sont fortement pénuriques et sur lesquels il faut former énormément. Donc il y a une demande aussi extrêmement forte sur les métiers techniques, de l'industrie, de l'énergie, sur lesquels il y a une demande qui est extrêmement forte et sur laquelle il faut former de façon absolument massive. Et les secteurs qui sont moins en vue, qui sont plus à la peine? Donc, secteur moins en vue, le bâtiment et les travaux publics, ça fait 2 ans que c'est plus le bâtiment, et puis un certain nombre de secteurs de l'industrie. Bon, on parle beaucoup de tout ce qui est en train de se passer sur l'industrie automobile, voilà, donc avec la voiture électrique, et la voiture électrique qui ne se vend pas obligatoirement très bien. Donc, on est là face à des enjeux et sur lesquels il faut y faire face, et sans doute qu'on n'est qu'au début d'un certain nombre de transitions qui avaient déjà été annoncées lorsqu'on a, et à juste titre, annoncé qu'on allait faire cette transition vers la voiture électrique, et puis après avec des enjeux, est-ce que les voitures seront produites en Europe, pas en Europe? Donc là, il y a quand même de vrais enjeux, entre autres sur l'industrie automobile. Sur le marché de l'emploi qu'on a dit en tension, les pénuries, maintenant on ne peut plus faire de diagnostic généraliste, il y a des poches, c'est ça, de pénurie de main-d'œuvre sur certains profils dans certains secteurs? On est sur un marché de l'emploi qui est de moins en moins quelque part générique. Générique. Oui, parce que quand je dis, c'est avoir le traité avec par un commentaire général. C'est des compétences, des secteurs, des bassins d'emploi.
Okay. Donc ça nécessite, et c'est ce qui est notre enjeu, c'est pour ça que nous qui sommes très ancrés sur l'ensemble des territoires, ça nécessite sur chaque bassin d'emploi, en fonction de ce qui est la dynamique donc du marché, du nombre de demandeurs d'emploi, des compétences, des secteurs qui sont en train de se développer ou qui sont en train, au contraire, de décélérer sur ces bassins d'emploi, de définir une stratégie pour être capable de répondre et à la demande des entreprises et à la demande des demandeurs d'emploi. Et c'est pour ça, entre autres, que sur ce qu'on est en train de faire aussi sur les demandeurs d'emploi, les accompagner de plus en plus, participer à un certain nombre d'initiatives qu'il peut y avoir, par exemple, sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ou pour accompagner un certain nombre de demandeurs d'emploi qui sont dans des situations particulières, des gens par exemple qui ont des problèmes de santé ou autres. C'est accompagner sur chaque bassin d'emploi ces personnes-là pour être capable de créer les compétences, d'abord de leur donner l'opportunité de rentrer sur le marché de l'emploi. Et c'est par l'accompagnement qu'on y arrive et qu'on y arrivera, l'accompagnement et la formation, et pour être capable de répondre à ce que sont les attentes des entreprises. Alain Roumillat, qu'est-ce qui marche le mieux, le marché du recrutement ou de l'intérim? Vous faites les deux, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, alors le marché du recrutement, lui, est beaucoup plus cyclique. Donc aujourd'hui... Le recrutement, il y a les cadres, évidemment. Oui, alors voilà, le marché des cadres reste dynamique. Bon, mais c'est vrai que depuis, et en particulier depuis l'incertitude politique, on voit bien qu'aujourd'hui, le marché du recrutement, et en particulier du recrutement en CDI, a baissé. Ceci étant, le marché de l'intérim, et vous avez les données de notre organisme professionnel, il est en décroissance depuis le début de l'année, parce que d'ailleurs, les deux gros porteurs du marché de l'intérim, c'est l'industrie, et un certain nombre de pans de l'industrie ont des difficultés, d'autres marchent plutôt bien, comme par exemple l'aéronautique ou le ferroviaire, mais qu'on ne pense pas les secteurs qui l'auto et ceux qui ont été aussi impactés par de très fortes croissances des prix de l'énergie et qui se retrouvent, continuent à se retrouver dans une situation assez difficile, et le secteur du bâtiment, et dont on voit qu'il est en train de décrocher depuis plusieurs mois. Bon, je lisais un truc sur le télétravail. Aujourd'hui, les Français ne sont plus que 24% à télétravailler 3 jours ou plus par semaine. Il se dit que de plus en plus de chefs d'entreprise s'opposent, en tout cas cherchent à revenir en arrière. Il y a un retour sur des employeurs, sur le télétravail, avec la volonté d'avoir des collègues et des collaborateurs qui sont plus souvent sur place. Est-ce que la pratique du télétravail en France est en baisse? Alors, est à un tournant, on va dire. Je pense qu'il y a une volonté... L'actualité, j'ai vu qu'à chez Amazon, bon c'est aux États-Unis, mais qu'Amazon a demandé... mais c'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas confondre les États-Unis et la France. Ouais. Bon, d'abord parce que la distance fait que d'ailleurs historiquement, il y a toujours eu beaucoup plus de télétravail, même avant Covid aux États-Unis. Si vous voulez attirer des compétences, ce n'est pas obligatoire juste sur votre bassin d'emploi. Les gens bougent moins que par le passé, donc vous avez plus de gens qui sont à distance. En ce qui concerne la France, il y a sans doute une volonté. Je vois peu d'entreprises qui sont très coercitives sur ce sujet. Je vois plus d'entreprises qui sont en train de réfléchir sur comment est-ce que je donne envie aux gens de revenir. Je vous prends simplement un autre exemple. Nous, on a déménagé, on a décidé de nous rapprocher d'un hub de ce transport. Bon, on s'est installé à la Défense. Donc, ce qui donne plus de facilité aux gens de venir, d'avoir moins de temps pour venir. On a mis en place un environnement de travail. Combien de jours de télétravail par semaine? 2 jours de télétravail. Ouais. Et donc on a mis en place un environnement très qualitatif pour que les gens comprennent pourquoi ils venaient au travail, puisqu'il faut qu'ils y trouvent autre chose que ce qu'ils ont chez eux. Alors ils y trouvent déjà l'environnement avec leurs collègues et ainsi de suite. Et donc on voit que nous, depuis entre autres qu'on a été capable de proposer à nos collaborateurs cet environnement qualitatif, proche d'un hub de transport, alors, globalement, on a un très bon respect du fait de venir 3 jours par semaine au bureau. Donc, ça, c'est Manpower, mais globalement... Oui, mais globalement, c'est ce que les entreprises... Mais il n'y a pas de retour en arrière sur le télétravail. Il n'y a pas un frein, il n'y a pas... Il y a des questions qui se posent de la part des managers. Non, mais il y a une volonté de meilleur équilibre. Il y a sans doute aussi... Parce que ce qui s'est passé aussi post-Covid et avec un marché de l'emploi qui était très tendu, vous aviez un certain nombre de gens qui vous disaient, bon ok, très bien, mais c'est 4 ou 5 jours de télétravail. Ouais. Moi aujourd'hui, je vois très peu d'entreprises qui sont prêtes à accepter
cette situation-là, et donc plus de revenir dans quelque chose, on va dire, de raisonnable, pour essayer d'avoir le 3 jours sur site pour les métiers qui sont télétravaillables, bien sûr, parce qu'il y a quand même la moitié de la population qui ne peut pas télétravailler. Donc 3 jours sur site, 2 jours de télétravail. Et globalement, il me semble que, et quand on regarde d'ailleurs, y compris nos statistiques sur nos activités de recrutement, c'est relativement bien accepté par les candidats. Et je vous dis, sur un marché qui est sans doute un peu moins chaud et où le candidat a un tout petit peu moins la main, même s'il l'a encore, sans doute prêt à accepter des choses qui pouvaient être considérées comme des dérives par le passé. Ouais. Avant de se quitter, juste une question, parce que j'aime pas ce mot de rapport de force, mais on a dit post-Covid que le rapport de force s'était inversé en faveur des salariés. Aujourd'hui, on en est où ? Il se rééquilibre un peu. Mais il reste très favorable à celui qui a les compétences qui sont demandées par le marché. Voilà. Et aujourd'hui, on l'a évoqué, en particulier sur un certain nombre de métiers techniques, que ce soit cadre, non cadre, et globalement sur les métiers de cadre. Il y a quand même toujours une certaine pénurie. C'est plus facile de trouver qu'il y a par exemple un an, mais on reste quand même sur un marché où pour que les entreprises puissent recruter, il faut qu'elles soient attractives, qu'elles se vendent. Donc c'est en cela où le marché reste quand même, pour l'instant encore, drivé par les candidats. On a très peu parlé de la situation politique. On a un nouveau gouvernement, on attend un budget. On sait qu'à tout moment, il peut se faire renverser et censurer ce gouvernement. Comment les entreprises au global, je ne sais pas si on peut encore une fois avoir une vision générique des choses, est-ce que vraiment, moi j'ai vu le patron de la CPME qui est venu, qui m'a dit, bon bah oui, on lève le pied sur l'investissement, les PME, sur les investissements, sur les embauches, quoi. Je veux dire, dans l'attente de savoir à quelle sauce fiscale notamment, les boîtes seront mangées. L'investissement et l'embauche, c'est un pari pour l'avenir. Donc quand vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait, il y a de l'attentisme, c'est ça ma question. Donc il y a un peu d'attentisme. Et puis après, il y aura un certain nombre d'enjeux. Donc le premier enjeu, manifestement, ça va être de redonner la main aux partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, vous avez raison. Voilà, donc, nous, il y avait un débat qui était un débat financier sur les indemnités. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette assurance, la réforme a été annulée, suspendue, annulée. Alors, elle a été suspendue, simplement, elle a été suspendue et la convention précédente a été étendue jusqu'au 31 octobre. Ah. Voilà pourquoi. Alors, on est dans la seringue, là. Voilà, donc maintenant, le gouvernement dit, plutôt que de reprendre la réforme précédente, je donne la main aux partenaires sociaux. Et qui n'en voulaient pas de cette réforme qui durcissait les conditions. Voilà. Mais en disant, de ce que je comprends, c'est qu'il va quand même y avoir une équation économique, il va falloir qu'ils fassent un certain nombre d'économies, mais ça va être charge à eux de travailler sur le sujet. Donc, moi, je pense avant le 31 octobre. Avant le 31 octobre, alors peut-être que ça peut être prolongé. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, manifestement, ça va être tout le travail sur les seniors. Puisque, alors après, c'est parce que ça sera sans doute le marchepied pour ensuite une discussion sur les retraites. Mais ceci étant, le sujet des seniors, on a un taux d'emploi des seniors qui est inférieur en France dans beaucoup de mais qui a monté, pays, qui a beaucoup progressé. Ah. Non, mais il faut voir le chemin, il faut voir d'où on vient. Oui, mais moi je regarde toujours aussi le verre à moitié plein. Mais il reste encore à faire, et c'est une demande forte des organisations syndicales, donc il faudra être capable d'y répondre. Et puis le deuxième enjeu, à notre sens, c'est peut-être faut-il travailler sur les indemnisations, mais il faut aussi continuer à investir dans l'accompagnement. C'est un des acquis... Accompagnement pour les compétences. Non, accompagnement des demandeurs d'emploi. Ah d'accord, ok. Ouais. À 7,5%, vous n'êtes pas très loin de faire travailler tous ceux qui sont capables de trouver d'eux-mêmes facilement le chemin de l'emploi. Ouais, maintenant, il faut... L'expérience montre que quand on accompagne bien ces demandeurs d'emploi, on peut en remettre assez facilement, je dis assez facilement, dans une période de 4 à 6 mois, à peu près un tiers à l'emploi. Donc ce qu'il faut, c'est que dans cette réforme, à mon sens, les enjeux majeurs, c'est comment on traite le sujet des seniors et comment est-ce qu'on s'assure qu'on poursuit dans cette dynamique qui est partie intégrante du projet France Travail sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ça marche, je crois qu'il commence à y avoir de bons retours d'expérience sur ce qui est fait sur les bénéficiaires du RSA.
Et donc on participe nous-mêmes à un certain nombre au niveau de notre groupe sur un certain nombre de ces initiatives. Et on arrive, là encore, à remettre des gens à l'emploi. Il faut que, simplement, on trouve le juste équilibre entre indemnisation et accompagnement, alors que dans les années, voire les décennies précédentes, l'accompagnement a été le parent pauvre de la gestion de l'emploi en France. Plus de moyens aussi. Hein. On n'a rien sans rien. Oui, mais en époque de disette budgétaire, c'est là que ça peut coincer. Oui, mais si en quelques mois, vous remettez 30% des gens que vous accompagnez à l'emploi, je crois que le retour sur investissement est extrêmement rapide. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Alain Roumillac, président de Manpower Group pour la France et l'Europe du Sud, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.